Bienvenue dans la vidéo Halloween. Aujourd'hui, c'est un concept très spécial. Je suis accompagné de Alan, le guest préféré des Namaspassos, Louise, la nouvelle sur la chaîne, et Claudia, la giga crack. On s'est donné rendez-vous quelques heures plus tôt à un endroit et ils ont par la suite été emmenés sur le lieu de tournage avec un sac sur la tête, ne leur permettant pas de savoir où ils vont. Vous demandez sûrement quel est le concept? Eh bah c'est simple, c'est le même concept que tous les youtubeurs pour Halloween. On va se raconter à tour de rôle une histoire effrayante que nous avons travaillée de notre côté en amont, mais nous ne sommes pas au courant de l'histoire des autres. Nous allons donc la découvrir en même temps que vous. Sur ce, bonne vidéo et bonne nuit la team. Salut les gars, y'a pas les petits potes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui la vidéo spéciale Halloween, la première grosse production de Namaspa. Donc à tour de rôle on va tous se raconter finalement une histoire. Donc je vais commencer pour montrer un peu l'exemple et tout. Ensuite du coup on verra, ça sera soit Claudia, Alan ou Louise, donc qui sont là, qui sont les invités d'aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis sur ce on va commencer quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous raconter donc une histoire sur du coup un couple qui s'appelle le couple Kimberland. Et donc c'est parti. 18 juillet 1984, Wisconsin. Donc il y a Janet et Thomas Kimberland qui sont un couple donc qui n'ont pas énormément d'argent, mais voilà leur rêve c'est d'acheter une ferme et de pouvoir justement vivre de leur commerce un peu agricole, tout ça. Donc en fait, après un héritage, ils vont donc recevoir un peu d'argent et ils vont décider de chercher une ferme pour voir s'ils vont pouvoir trouver celle qui leur plaît vraiment. Et sauf que malgré leur héritage, ils vont quand même pas avoir assez d'argent, sauf pour une ferme, genre sauf une ferme qui sera assez, qui est bon, pas en hyper bon état, ça va, mais globalement elle est vieille, un peu vétuste, c'est pas le truc le mieux, mais ils ont un petit coup de cœur dessus. Donc la ferme, pour savoir, elle est vraiment composée, donc il y a le bâtiment central, il y a une grange plus loin, qui aura son importance, un puits aussi, et il y a des hectares et des hectares de champs, donc qui est vraiment un énorme avantage. Il faut savoir qu'elle est très éloignée de la ville, elle est à 5-6 km d'une ferme, et c'est ça le truc le plus proche, sinon vraiment la ville elle est encore plus loin. Donc voilà, c'est ça. Donc au début, les premières semaines, tout va bien se passer. Du coup, Janet et Thomas vont se sentir bien. Et au bout de quelques semaines, ils vont commencer à être bizarres, mal à l'aise dans cette maison. Dans cette ferme, il va y avoir des choses un peu étranges. Il faut savoir que du coup, la grange, elle est équipée d'un... Je vois la tête d'Alan, c'est fou. Elle est équipée du coup d'une lumière et la maison aussi. Mais comme l'électricité, le réseau électrique n'est pas ouf à l'époque, quand tu allumes la lumière de la grange, au final, la lumière de la maison s'éteint. Et ça arrive que parfois Thomas, il est genre dans la ferme, dans la grange, il allume la lumière et Janet se retrouve dans le noir parce que du coup la lumière s'éteint. Donc voilà, enfin bref, à part ça, rien d'anormal. Sauf au bout de quelques semaines, ils entendent des bruits bizarres la nuit, comme si quelqu'un était vraiment dans la maison. C'est un peu bizarre, il y a des objets qui disparaissent ou qui changent de place. Il va avoir les magnettes du frigo qui vont se mettre à tomber la nuit, et sans explication, et même jusqu'aux animaux qui vont développer des comportements bizarres, qui vont se laisser mourir de faim alors qu'ils ont à manger, et ils vont se laisser mourir de faim, et c'est inexplicable. Donc au bout d'un moment, ils vont trouver ça bizarre, mais au début ils vont se dire que c'est juste des coïncidences, et là, les cauchemars vont commencer. Les cauchemars de Janet. Chaque nuit, elle fait le même cauchemar. Elle rêve qu'elle se réveille de son lit, qu'elle se lève, elle se dirige vers le couloir, descend les escaliers, sort dehors et s'arrête juste devant la porte de la grange. Elle se réveille à chaque fois angoissée, parce que c'est vraiment bizarre l'ambiance qui se dégage de ça. Elle est angoissée et toujours à la même heure, 3h15. Donc ça va continuer toutes les nuits, et au bout d'un moment elle va vraiment se sentir mal. Et donc en final elle va décider d'en parler à Thomas, qui du coup va trouver ça un peu bizarre et va essayer de l'accompagner là-dedans. Sauf que il y a une nuit où ça va aller beaucoup plus loin. Elle rêve du coup qu'elle se rend à la grange comme à son habitude, mais cette fois elle entend des gens crier à l'intérieur de la grange, et comme s'ils griffaient la porte pour essayer de sortir, comme s'ils étaient avec quelqu'un qui leur faisait du mal et qui essayait de sortir. Donc voilà, ça c'est comme à son habitude, elle se réveille en sursaut, et là elle est pas bien et tout. Ils essayent d'allumer la lumière avec Thomas, la lumière ne s'allume pas, et ils voient par la fenêtre la grange allumée. Donc quelqu'un est dans la grange.
Ils vont décider de fermer la porte à clé et ils se disent qu'ils iront voir du coup demain, enfin le lendemain, la grange. Le lendemain, comme prévu, ils vont voir la grange. Rien d'anormal, il y a toujours le tracteur, les bottes de foin. Et au moment de sortir, ils constatent sur la porte qu'il y a des griffures, que la porte est complètement griffée et il n'y avait jamais eu ça avant. Donc il s'est bien passé quelque chose. Est-ce que c'était vraiment des cauchemars? Donc là, ils vont être complètement angoissés, ils vont se dire que c'est plus trop des coïncidences, mais sauf qu'ils n'ont pas assez d'argent pour partir, ils peuvent rien faire que rester. Et au final, tout va redevenir calme. La maison va redevenir paisible. Ils vont pouvoir revivre un peu l'idylle qu'ils avaient au début, quelques semaines plus tard, où à nouveau les cauchemars vont revenir, les choses vont ressurgir, et à nouveau les choses étranges vont se passer. Cette fois, dans ces cauchemars, elle se réveille dans la grange, elle remonte dans la maison, dans la ferme, elle passe dans le couloir et se tient au-dessus du coup d'elle-même qui est en train de dormir et de Thomas, son mari. Donc là, elle va être complètement angoissée, elle va se réveiller toujours 3h15 et elle va faire ce rêve encore et encore et encore jusqu'au fameux soir où elle se réveille dans la grange, elle se rend dans la maison, elle monte les escaliers et là, elle passe devant la porte de la salle de bain qui cette fois est ouverte et elle voit à travers le miroir le visage d'un homme apparemment terrifiant. Elle se rend dans la chambre, sort un couteau et plante Thomas, comme elle le plante. Du coup elle le tue, elle se réveille en sursaut, 3h15, elle va pour allumer la lumière ne s'allume pas, mais avec la lumière de la lune et un peu la lumière de dehors, elle arrive à voir une flaque de sang sur le lit. Elle comprend que Thomas n'est plus là, elle se met à crier, elle s'écroule, elle pleure et à travers la fenêtre elle voit la grange qui est allumée. Elle va décider en fait elle est tellement tétanisée sur le moment qu'elle peut rien faire. La grange s'éteint, la lumière de la maison s'allume. Là elle voit du coup une grosse traînée de sang qu'elle va suivre au début en espérant retrouver Thomas, sauf qu'elle est tétanisée en même temps. Et elle va descendre et en fait elle voit que ça va vers dehors, donc elle va décider d'appeler la police. Là la police lui dit de se calmer, de rester en ligne, qu'ils arrivent, sauf que le temps qu'ils arrivent, vu la distance, ce ne sera pas tout de suite, et elle voit une ombre de l'autre côté de la porte. Là elle va littéralement se chier dessus, donc en fait elle va décider de partir dans le fond de la maison. Là elle entend la porte qui s'ouvre, puis la porte qui se referme, donc quelqu'un est dans la maison. Elle arrive dans la grange où elle a suivi les traces de pas qui en venaient, en espérant retrouver Thomas et les traces de sang. Elle arrive, Thomas est complètement... il y a le corps de Thomas mais décapité. Et là elle s'écroule, du coup elle sait que c'est fini. Elle entend la porte de la grange derrière se claquer. La police arrive quelques minutes plus tard sur les lieux, donc sur la ferme, enfin dans la ferme. Et ils trouvent du coup le corps de Thomas dans la grange, mort, puisqu'il n'y a plus de tête. Et la tête, et elle retrouve la tête dans l'enclos des porcs. Et ensuite, plus tard, ils retrouveront donc le corps de Janet, où elle a plus d'yeux arrachés et langue coupée, sauf que elle est toujours vivante, elle est transportée à l'hôpital d'urgence. Et après avoir été complètement soignée, elle sera du coup interrogée, sauf qu'à l'écrit, du coup, vu qu'elle ne peut plus parler ni rien, sauf qu'elle ne donnera jamais de déposition, elle ne voudra jamais rien transmettre, et elle sombrera peu à peu dans la folie. Du coup, elle deviendra, elle sera transférée ensuite dans un hôpital psychiatrique. Et suite à ça, on ne trouvera jamais l'homme qui a fait ça ni rien. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, qui a fait ça ou quoi, pourquoi est-ce qu'il voulait faire ça. Et par la suite, elle, jusqu'à sa mort, elle va dessiner en fait le portrait d'un homme sans visage. Sauf que le 18 juillet du coup 2016, elle décède donc à l'âge de 68 ans, soit 34 ans après l'histoire, à l'heure de 3h15. On retrouve sur son chevet un dessin donc, de l'homme qu'elle a dessiné pendant tout ce temps. Chaque fois qu'elle dessinait, il faut savoir qu'il n'y avait pas le visage de l'homme. Il était toujours absent comme si elle ne le connaissait pas, en fait, comme si elle l'avait jamais vu. Cette fois, le dessin est complété et il y a le visage de l'homme, qui était probablement l'homme qui était à l'origine de ce meurtre et de cet enfer. Voilà pour mon histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc voilà. Vous la trouvez comment, ouais? Elle était vraiment incroyable. Ah ouais? Ouais, c'était pas mal. Ok. Ouais, j'ai bien aimé. En fait, ce qui est trop bizarre, c'est que du coup, elle rêve de choses qui sont réelles. On sait pas trop pourquoi. Genre, c'est comme si c'est à la limite du paranormal, mais sauf que tout est réel. Et c'est ça qui est le plus étrange. Et au final, on a pu retrouver du coup tout ça aussi grâce, plein d'informations là-dessus, parce qu'elle a rien communiqué, mais plein d'informations grâce au journal intime de son mari,
qui avait laissé du coup plein d'écrits dedans, même sur ce qu'il vivait et sur les angoisses de sa femme et tout. Et en fait, il écrivait beaucoup tout ce qui se passait. Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'on a pu retrouver les traces de cette histoire et tout. Donc voilà, donc Janet Kimberland nous a quittés du coup en... Non, c'est pas 2016, c'est 2018. Et du coup, voilà. Et à 3h15 pile. Ouais. Je croyais que c'était son mari qui fait des trucs. Ouais, Je j'avoue, pensais que c'était lui le coupable au début. Ouais, bah non, Avant il est dead le frérot. Du coup, voilà. Donc je vais vous raconter l'histoire de Christelle Maïri. Christelle Maïri, le 18 décembre 1986, quitte le collège vers 11h dans son petit collège du Creusot en Saône-et-Loire. Donc c'est vraiment un petit coin paumé, tout le monde se connaît, machin. Et donc elle va faire son chemin habituel, il pleut, elle ouvre son parapluie, elle se dirige vers chez elle, comme d'habitude. Mais vers midi et demi, donc près d'une heure après son départ supposé du collège, sa mère, Marie Pichon, elle va s'inquiéter parce qu'elle n'est toujours pas rentrée et c'est pas son habitude. C'est une fille qui est réglo, elle rentre toujours à la même heure et elle n'est pas à partir comme ça, c'est vraiment pas du tout son genre. Donc elle va se rendre au commissariat. C'est fou, c'est horrible de faire ça. Donc sa mère elle va se rendre au commissariat et dire que sa fille elle a disparu. Sauf qu'au commissariat ils vont juste supposer qu'elle est partie manger avec des amis et que voilà. Mais elle n'y croit pas. Mais pendant ce temps-là, la police judiciaire va boucler le sous-sol d'un immeuble situé à peine 250 mètres de chez elle, et car une habitante de cet immeuble a retrouvé un corps complètement ensanglanté dans la cave à vélo. Donc elle a reçu 31 coups de couteau et elle a été étranglée avec un lacet. Et à première vue, son sac il est intact, donc c'est pas un vol qu'elle a été agressée. C'est pas non plus une agression sexuelle parce qu'il n'y a aucune trace selon la légiste. Mais par contre le meurtre a été extrêmement violent parce que sur chacun des 31 coups de couteau, chacun pouvait la tuer. Donc c'est vraiment très très violent et pour être sûr qu'elle était bien morte, le tueur l'a étranglée avec un lacet qui a été retrouvé juste à côté de la scène du crime. Mais par contre le couteau, donc le légiste suppose que c'est un couteau qui est vraiment très tranchant, à cran d'arrêt, qui est d'environ 12 cm, il n'a pas été retrouvé. Donc les policiers cherchent mais ils ne trouvent pas d'arme du crime. Bien que le meurtre ait lieu en pleine journée, il n'y a aucun témoin direct de la scène, personne n'a rien entendu. Vraiment c'est un mystère total et quelques suspects vont être appréhendés. Donc David, un ado un peu caïd du coin, qui va avouer assez rapidement qu'il avait des vues sur Christelle et il traînait autour de l'école primaire au moment du crime. Et l'école primaire elle se situe vraiment juste à côté du crime, donc c'est un peu suspect. Et Christelle, elle a été aperçue avec un homme. Donc, peut-être qu'elle a suivi quelqu'un, mais d'après sa mère, c'est vraiment pas du tout son genre. Même quelqu'un qu'elle connaissait, elle ne suivrait pas cette personne-là. Donc pas de suspect, même son petit ami, il va être interrogé, mais rien, il a un alibi en béton, c'est béton. Et donc 2 semaines plus tard, un facteur va demander une audience express vraiment à la police parce que en faisant sa tournée le 18 décembre, il a été bousculé par un homme qui partait en courant vers un lieu opposé de la scène du crime et il avait un look un peu rocker à la Renault, mais vraiment il avait l'air paniqué. Ouais, à la Renault il précise ça et ça me fait vraiment rire. Et mais vraiment il a l'air paniqué, il était louche selon le postier, je sais pas comment on dit. Selon le facteur. Le facteur, c'est ça. Et donc les policiers vont étendre un peu leurs recherches et ils vont trouver dans le chemin donc, où a été bousculé le facteur un couteau à cran d'arrêt qui correspond vraiment aux blessures que Christelle a pu recevoir. Mais c'est un couteau qui est hyper atypique. C'est un couteau qui semble avoir été affûté avec des pierres, qui est vraiment très particulier, très identifiable. Cependant, ce couteau, il a passé 2 mois dans la neige, donc toutes les potentielles empreintes digitales qu'il aurait pu y avoir, elles ont complètement disparu. Et donc en 1990, suite, il n'y a rien, il n'y a pas de nouveaux éléments, on a interrogé tout le monde, il n'y a pas de témoins. Et l'enquête reçoit une ordonnance de non-lieu. Donc en gros, dans les 10 ans, s'il n'y a pas de nouveaux éléments, l'enquête elle est classée et il n'y a rien, personne n'est accusé, on a de peine en fait pour ce crime. Cependant, Didier Séban, un spécialiste en cold case, va défendre la famille de Christelle en lui apportant son aide, en lui demandant ce qu'il pouvait faire et il va demander à voir les dossiers finalement. Et là, il va découvrir que toutes les pièces à conviction ont disparu. Donc
voilà, elles ont été détruites selon le concierge, parce qu'il y a eu un dégât des eaux. Après, ça peut être, enfin, il y a plein de potentielles théories à pourquoi ils ont disparu, mais ils ont disparu. Donc le couteau, les habits de Christelle qui auraient pu révéler de nouvelles choses, puisque entre-temps, les techniques pour analyser l'ADN, c'est mis au point, le lacet, enfin voilà, il n'y a plus rien, sauf les traces papier, les traces écrites. Et donc pareil, assez vite, il va abandonner un petit peu cette enquête, parce que ça donne rien. Et c'est jusqu'en 2009 où la police judiciaire de Dijon demande à un nouvel enquêteur de reprendre l'enquête à zéro. C'est un brigadier chef qui s'appelle Raphaël Nedilco, qui est vraiment très déterminé. Il est connu pour être très déterminé et il va en avoir besoin, parce que cette enquête, il n'y a rien en fait. Les seules potentielles preuves qui ont été, elles ont été détruites. Et lui, il va aller retourner le dossier et il va trouver une hypothèse, celle qui avait été évoquée par Eric Bellawell, donc un détective privé que la famille avait fait appel. Et en fait, lui, il avait été parlé au petit ami, et son petit ami avait révélé que 3-4 ans après le meurtre, un homme l'avait accosté en soirée et en voulant le dédommager parce qu'il avait tué sa petite copine. Donc lui, il n'y avait absolument pas cru, parce qu'en plus cet homme était connu pour avoir des consommations un peu excessives, drogue, alcool, enfin pas très crédible. Mais ça lui restait en tête, et donc il le révèle à cet inspecteur. Mais sauf que comme c'est un détective privé, il ne va pas être très pris au sérieux par la police. L'homme va être écouté à peine 2 heures. Et je veux dire que c'est pas lui qui la connaissait pas. Et il va pouvoir repartir complètement libre en étant écarté de l'enquête. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la police judiciaire va recevoir 2 cartes postales signées l'assassin de Christelle. Cependant, dans cette carte postale, il dit qu'il habite à plus de 220 km/h de la ville. Et donc ça paraît vraiment bizarre aux enquêteurs, mais ils essaient de chercher, ils ne trouvent rien. Et donc l'hypothèse Jean-Pierre Murat, l'homme qui a été parlé au petit ami, va être un petit peu creusée en fait par ce nouvel enquêteur. Et il va se rendre compte que au moment du crime, il habitait à côté. Donc c'est parfaitement probable qu'il soit là. Il va donc aller parler à son frère, qui va lui dire qu'il est schizophrène, qu'il a été diagnostiqué dans les années 90, et qu'il est actuellement en hôpital psychiatrique parce qu'il a agressé des personnes dans une station essence. Les parents de Christelle travaillaient à l'époque dans une station-service et elle travaillait aussi régulièrement, et il n'est pas à son premier coup d'essai. Jean-Pierre Murat, il a agressé plein de personnes dans les stations-service, c'est vraiment assez commun. Et quelques mois après, ce qui va vraiment déclencher par-dessus tout vraiment que l'hypothèse est vraiment qu'il faut creuser, c'est que la police judiciaire va recevoir un appel anonyme qui va dire que c'est lui le tueur, machin, mais on ne sait pas trop qui c'est. Et quelques jours plus tard, le juge d'instruction va recevoir une lettre manuscrite qui encore parle du meurtre, donc là c'est vraiment trop. Il compare les écritures parce que les 2 lettres, forcément ils font écrire à tous leurs suspects je suis l'assassin de Christelle. Et Raphaël Nedilco, il reconnaît directement l'écriture, c'est l'écriture de Jean-Pierre Murat, c'est sûr. Donc sa maison va être perquisitionnée, des dizaines de couteaux vont être retrouvés, et selon un expert, c'est des couteaux qui ressemblent vraiment beaucoup à celui qui a été retrouvé sur la scène de crime, enfin un peu loin de la scène de crime. Donc il n'y a quasi aucun doute, c'est des couteaux qui sont très atypiques. Et donc il va être arrêté, et c'est enfin la preuve technique dont les enquêteurs ont besoin pour le faire condamner. Voilà. D'accord, ok. Et c'est combien de temps après du coup? 30 ans après. 30 ans C'est après. ça. Moi je trouve que c'est vraiment flippant, c'est qu'il garde des traces en fait. Ouais. Il a, pendant des années, il a écrit, ils ont découvert ça chez lui, qu'il a écrit dans des carnets tout ce qui était relié au meurtre de Christelle. Et vraiment, il était complètement en obsession. Son frère, il va dire que c'est vrai qu'il parlait beaucoup de Christelle, beaucoup de ce meurtre, et surtout en fin d'année, donc pile au moment où il a été tué, comme pour commémorer un peu sa mort. Et vraiment, il lâchait pas. Et il a été donc condamné parce que sa schizophrénie a commencé quelques années après le meurtre, donc il était responsable de ses actes. Donc voilà. Ok. Attends, il connaissait comment Christelle de base? Il la connaissait pas directement, c'est ça, il avait juste une obsession pour elle. Ok. Et Il l'a juste repéré comme ça. Ouais, c'est ça, il l'a repéré, apparemment il avait été vu en plus sur elle dans les époques plus vieux, donc c'est un peu Bizarre psycho ambiance, aussi. ouais, bizarre. Mais du coup voilà.
Ah, il y a une limace de fou. J'ai mal à la limace. Oh la vache. Oh là là. Je croyais que c'était un bonbon, j'allais le manger. Non, je rigole, j'ai mal. Alors on est dans les années 70, dans une petite ville d'Angleterre qui est nommée Ossett. Dans ce village, on a la famille Taylor, qui est une famille tout à fait ordinaire. On a Michael, qui est le boucher du village. Il vit avec sa femme Christine, leurs 5 enfants et leur chien. Ils sont vraiment appréciés du voisinage, ils comme des gens vraiment très gentils, qui sont là pour aider les autres. Et Michael, c'est quelqu'un qui est aussi très travailleur. Il faut savoir qu'à cette période, l'Angleterre subit une grave crise économique. Et donc pour subvenir aux besoins de sa famille, Michael va travailler beaucoup, malgré sa douleur chronique dans le dos. À force de surmenage, donc de bosser beaucoup, il va tomber en dépression. Sa famille va vraiment le voir sombrer et il va vouloir l'aider. Et aussi à cette période-là, il y a le film L'Exorciste qui est sorti. Et du coup, les gens ont peur de se faire posséder et ils vont souvent à l'église. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de coutume. Or, la famille Taylor, eux, ils vont à l'église plus pour se faire bien voir. Ils sont croyants et c'est pas quelque chose qui les intéresse tant que ça. Une de leurs voisines qui s'appelle Barbara Warden, on voit qu'ils ne vont pas non plus tant que ça à l'église. Elle a un peu envie de les encourager à entretenir cette relation avec Dieu. Elle va leur parler d'un groupe religieux qui s'appelle le Christian Studies Society, qui est animé par une jeune pasteur de 21 ans qui s'appelle Mary Robinson. C'est une jeune femme qui est décrite comme charismatique, qui a un fort tempérament, qui est sûre d'elle et qui sait mener un groupe. La famille Taylor va décider d'y aller pour un petit peu se renseigner, mais très vite ils vont aimer cette ambiance et ils vont décider d'y adhérer. Donc ils vont pratiquer quelques séances religieuses et lors d'une séance il va se passer quelque chose de vraiment étrange. Il faut savoir que Mary Robinson, qui est la jeune pasteur, elle est spécialisée dans le soin par les prières. Donc elle va demander dans l'une de ses séances, est-ce que quelqu'un a envie de se faire soigner ? On se rappelle que Michael Taylor, il a une douleur chronique au dos, donc il dit que c'est le moment, et il va lever la main pour dire qu'il serait intéressé. Donc il va lever les mains, il va se diriger vers Mary Robinson, et durant son parcours, il va croiser une vieille dame qui s'appelle Mavis Smith, qui va se mettre à pleurer, elle va se mettre à sangloter, et Mary Robinson, pour aider cette jeune dame, va mettre une main sur sa tête et va commencer à prier. C'est à ce moment-là que Michael Taylor va tomber à genoux, lever les bras vers le ciel et va parler en glossolalie. Alors le glossolalie, c'est la langue, un peu on ne sait pas trop si c'est Dieu, Satan, mais une langue qu'il ne connaît pas, qui va se mettre à parler. Donc là, la foule commence un peu à s'inquiéter. Et donc on peut se demander est-ce que c'était la voix de Dieu ou alors d'une autre entité. Donc à ce moment-là, ils vont quand même continuer à faire des prières, des séances religieuses. Et petit à petit, on va penser que Michael Taylor tombe amoureux de Mary Robinson. Et donc du coup, les membres du groupe vont demander l'exclusion de Michael, parce que ça commence à devenir un petit peu bizarre. Mais Mary Robinson dit que non, il faut qu'il reste. Et il commence de plus en plus à se rapprocher et à faire de plus en plus de séances. Et Mary va commencer à changer de voix. Donc elle va pratiquer des exorcismes pour les gens qui ont péché. Juste les gens qui ont volé dans le village, on va dire qu'ils ont péché. Et va pratiquer des exorcismes qui sont de plus en plus violents. Et elle va elle aussi commencer à parler en glossolalie. Donc la langue un petit peu mystique, on ne sait vraiment pas ce que c'est. Et le groupe va vraiment commencer à s'inquiéter. Et Mary va commencer à développer des pouvoirs surnaturels. Elle va dire qu'elle va pouvoir voir les démons qui sont dans la maison. Et donc avec Michael Taylor, ils vont essayer de purifier le village, donc d'aller dans les maisons, de purifier ces maisons des démons. Donc ils font un peu une chasse aux démons et ils font aussi des sciences occultes. Donc ils vont faire des rituels sataniques, emprunter des enseignements de la Golden Dawn, qui est des enseignements de théosophie. Et ils vont également faire des prières qui viennent des enseignements de celui qui a fondé l'église sataniste. Et lors des soirs de pleine lune, ils vont faire des rituels de sang, où ils vont commencer à se couper les veines pour purifier toujours les maisons, essayer de chasser les démons. Et là, à ce moment-là, la communauté se dit que ça devient de plus en plus une secte et commence à s'inquiéter, mais se dit que c'est Marie qui commence un petit peu à divaguer sans pour autant non plus trop s'inquiéter.
On va également avoir une nouvelle séance qui va être très très étrange et flippante. On va avoir Marie qui va essayer de purifier Maevie Smith, qui est la vieille dame qui avait pleuré lors de la première séance. Et cette fois-ci, la vieille dame, elle va commencer à pleurer, à suffoquer et même à convulser. Et Marie, pendant la séance d'exorcisme, s'arrêter, pendant que la vieille dame convulse toujours. Et pour Christine, qui est la femme de Michael, c'est la goutte de trop. L'assemblée est terrifiée, elle va demander des explications. Et on va se demander, mais qui est possédé? Est-ce que c'est Marie, finalement, qui commence à pratiquer plein de sciences occultes, qui décide d'arrêter, qui ne va pas purifier Maevie Smith? Est-ce que c'est cette vieille dame qui est possédée? Ça commence vraiment à devenir bizarre. Christine, qui est la femme de Michael Taylor, va commencer à demander des explications. Elle va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc Marie Robinson et Michael Taylor vont décider de monter à l'étage pour commencer à s'expliquer. Mais comme on avait dit, Michael il commence à développer des sentiments pour Marie. Il va essayer de l'embrasser parce qu'elle refuse. Et du coup, ils vont descendre comme si de rien n'était. Mais à ce moment-là, Michael commence à devenir vraiment bizarre. Dans un élan de colère, il va essayer devant toute la foule de gifler Marie. Il va la prendre au cou en essayant de la poignarder. Et Marie va dire ces phrases pour essayer de raisonner Michael. J'ai appelé la puissance de Dieu, j'ai demandé à intercéder pour libérer Michael de toute influence diabolique. C'est là que ses factions ont changé, il ressemblait presque à une bête, il a gardé les yeux sur moi avec un regard furieux. J'ai ordonné au démon de quitter son corps, mais il a commencé à crier et à cracher. J'ai senti la puanteur du soufre, j'ai demandé de l'aide divine et imploré Jésus de jeter la bête dans l'enfer. Ce n'est alors que le démon a commencé à disparaître et Michael s'est réveillé. Donc après cet incident, Michael il se souvenait de rien, pour lui rien ne s'était passé. Donc c'était vraiment flippant et Christine elle a dit que c'était trop pour elle, donc elle a quitté le groupe. Elle a aussi demandé à Michael de le faire, mais il n'a pas voulu rester dans... Enfin, il a continué à rester dans le groupe, il a même quitté son boulot de boucher pour se consacrer pleinement à la religion. Donc là on commence aussi à se poser des questions sur Michael qui est vraiment bizarre. Un soir aussi, Christine qui va chercher son mari, donc elle se dit bizarre, il n'est pas rentré, c'est le soir. Et elle va appeler la police. Ça va être un soir et du coup Michael il n'est pas là. Donc elle va se poser des questions, elle va appeler la police mais il est sans nouvelles. Et le lendemain, Michael il va être retrouvé chez Marie et il a dit qu'un démon essayait de lui courir après. Et donc il était vraiment terrifié. Et à ce moment-là, Marie dit qu'elle va l'aider, qu'elle va enlever tous les démons en lui. Et même lors d'une séance, ça commence à être de pire en pire. Michael il va commencer à développer Michael va commencer à développer des forces vraiment surhumaines. Et ça va commencer à sentir le soufre dans l'église. Donc les séances, c'est vraiment bizarre. Et donc Marie dit qu'elle a réussi à chasser quelques démons lors d'une séance d'exorcisme. Quelques semaines plus tard, lors d'une nuit, Michael se réveille en criant. Il va descendre et il va manger la viande crue du frigo. Il va casser tous les meubles, il va être pris dans un élan de rage. Les yeux sont révulsés. Tout le monde est apeuré. Et à ce moment-là, Christine dit que c'est trop. Elle va essayer d'appeler un exorciste, mais vraiment beaucoup plus haut pour essayer de débarrasser son mari de toutes ces entités. Lorsque les prêtres arrivent à la maison, ils vont sentir des sueurs froides dans le dos, alors que pourtant le chauffage est mis à fond. Donc ils retrouvent Michael qui est recroquevillé en position fétale, qui claque des dents, qui est complètement apeuré, terrifié, bizarre. Et lorsque les prêtres commencent à lui prier, il va être comme une bête, il va se mettre à crier, à essayer de mordre, enfin il va être bizarre. Et là les prêtres se rendent compte que c'est vraiment quelque chose de grave, d'important, et ils vont appeler 2 autres prêtres qui sont supérieurs dans l'église pour l'aider. Donc c'est là qu'on arrive à la nuit du 5 octobre 1974 à l'église Saint-Thomas. C'est là qu'on a décidé de faire l'exorcisme de Michael. Donc sa femme va être présente et Michael va être placé sous sédatif. On va également l'attacher avec des cordes, tellement il est violent. Il va être pris de convulsions, d'une rage folle. On va tout tenter pour enlever on dirait qu'il a plus d'une quarantaine de démons en lui. On va tout tenter. On va lui jeter de l'eau bénite, on va ordonner les démons de quitter son corps.
En démon, on va retrouver celui de l'inceste, de la bestialité, de la luxure, du blasphème, du masochisme, enfin plein de démons qui sont horribles. Et à un moment donné, ils en enlèvent tellement de démons, mais les prêtres sont épuisés. Michael aussi, ils vont décider de faire une pause et de reprendre le lendemain. Sauf qu'il reste 3 démons dans le corps de Michael, celui de la folie, du meurtre et de la violence. Mais c'était peut-être les 3 démons de trop qu'il fallait pas laisser en lui. Donc il est toujours attaché sous sédatif. Et Christine est vraiment choquée. Et il faut savoir aussi que durant la séance, un démon a parlé et qui a dit qu'il avait le droit de rester, parce que c'était Michael qui l'avait invoqué, et peut-être avec tous les rituels satanistes qu'il avait fait. Et que donc du coup, si jamais on essayait de chasser ce démon-là en lui, il commettrait des folies meurtrières. Mais bon, c'était peut-être un avertissement aussi à prendre en compte. Le matin, très tôt, Michael réussit à se détacher. Il va aller dans son domicile. Donc heureusement, les enfants étaient chez les grands-parents. Et il va retrouver sa femme, Christine, qui dort dans le lit conjugal. Il va commencer à l'étrangler. Il va trouver un crayon. Il va lui enfoncer dans les yeux, lui arracher tout, ses yeux, ses joues et tout ça, jusqu'à ce qu'on voit son squelette. Il est vraiment pris d'une rage folle. Le chien aussi va subir le même sort. Il va être décapité. Vraiment quelque chose d'horrible. Et Michael va sortir dans la rue et crier « Ceci est le sang de Satan ». Les gens, ses voisins, avec du bruit dans la rue, ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils vont le voir complètement ensanglanté. Ils vont décider d'appeler la police. Et le lendemain, Michael ne se souvient de rien. Et 40 ans plus tard, il a été interné en hôpital psychiatrie. Maintenant, il n'a plus rien. Donc on peut se dire, est-ce que c'était vraiment des démons? Je pense que oui. Peut-être non, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de terrifiant. Voilà, l'histoire est finie. Ouais, c'est effroyable carrément. La limace, elle monte sur ta chaussure. Arrête. En vrai, tout à l'heure, elle était collée à ta chaussure et du coup, ça me faisait un peu rire. Ok. En vrai, ton histoire était vraiment cool. Ouais. Et glauque de fou. Juste paranormal, du coup, c'est cool, ça change de celle qu'on a eue avant. C'était un peu comme la tienne, mélange paranormal et vrai. Parce que Voilà, du on coup, a Ouais, un du coup, assassinat, un truc Ouais. un peu. voilà. Ouais, bah franchement, merci pour ton histoire, Claudia. Et merci. Ouais, en Merci. fait, c'est fou. Et ouais. Mais c'est bizarre, là, Marie, c'était celle de... Ouais, Marie, elle est bizarre, elle est louche. Ouais, c'est ça, comme si ils ont fait des trucs un peu bizarres et tout ça, ce qui fait que ça Ouais, menace. c'est un- Ouais, c'est un moi, peu ce bizarre, qui Marie. me choque, entre guillemets, c'est qu'une fois qu'il a tué sa femme, bah, il n'a plus rien, genre... Le chien Ouais, aussi. il n'a c'est ça. jamais été... Parce qu'en mode, les démons, Ah. s'ils disaient oui, il faut une meurtrière, bah, la faut une meurtrière, on ne s'arrête pas un moment, enfin, je sais pas. Ouais, bah il a juste fait un meurtre et que c'est comme si les démons après étaient partis et qu'au final c'était pas lui. Ouais, c'est sûr que j'aurais pu se Ouais, du coup, Ouais. elle Voilà. Enfin, cool. Ouais. Pas forcément le bon mot. Ouais, bah il passait la lima, je vous le dis. On dirait Du coup, vraiment elle un est pas bonbon, elle morte. ressemble vraiment... Ah, Très elle près. ressemble au bonbon. Là par contre il commence à faire bad froid je trouve. Ouais, Ça sinon, pas encore moi personnellement les eu. Dans les années 1940, en Union soviétique, un groupe de scientifiques sous l'ordre militaire entreprend une expérience macabre. 5 prisonniers politiques condamnés à perpétuité, se voient offrir une chance de rédemption. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'est un livre audio que tu nous fais aussi. Tu peux pas genre te passer un tout petit peu plus de tes notes. C'est trop compliqué, reste comme ça, c'est pas ouais. fait. Non pardon, vas-y, excuse-moi. Ah, j'ai plus envie de faire là. Non, excuse-moi, vas-y, excuse-moi, désolé. T'inquiète, c'est pas grave. c'est très bien un livre audio, ouais. Ouais, c'est Les parfait. gens, ils ferment les yeux. J'aime bien, mais- moi j'aime bien. Ouais, Ouais, si je me suis dit, c'est pas mal. Survivre à une expérience en restant complètement éveillé grâce à un gaz expérimental. S'ils y parviennent, ils seront libérés. En revanche, ce qu'on leur dit pas, c'est que ce gaz il a été très peu testé et que les effets sur l'être humain, on n'en sait pas vraiment. Les 5 hommes sont enfermés dans une pièce, grise et glaciale, équipée seulement de couchettes militaires, qui semblent aspirer toute la chaleur de l'espace. Les murs transpirent l'humidité et l'odeur chimique se mêle à celle du désespoir des prisonniers. Un gaz épais commence à siffler dans une grille d'aération au plafond, se déversant alors une brume toxique. Les premiers jours sont calmes. Les hommes discutent, parfois ricanent, nerveusement quand même, essayant de s'échapper à cette ambiance. Les scientifiques observent alors la scène à travers une vitre à double sens, avec des micros qui captent chaque endroit de la pièce. Mais bientôt, les effets du gaz
deviennent perceptibles. Les hommes se regardent avec des yeux injectés de sang. L'un d'eux fronce les sourcils en écoutant des sons qui n'existent que dans sa tête. Un autre secoue frénétiquement la jambe, haletante, comme si elle n'était plus que de la chair, détachée de son air. Puis, la tension éclate. Au bout du 5e jour, un cri surgit dans le silence, perçant comme une lame. L'un des prisonniers, les yeux écarquillés de terreur, hurle sans cesse pendant des heures, jusqu'à ce que ses cordes vocales se brisent, transformant ses cris en un râle inhumain. Les autres sujets restent figés, hypnotisés par ces cris, comme s'ils étaient envoûtés par une mélodie macabre. Une folie s'installe. Les hommes cessent de parler, préférant marmonner, la voix basse, s'adressant à des présences invisibles. Ils regardent les murs avec des yeux vides, griffant le béton avec leurs doigts, saignent, laissant des traînées rouges qui maculent la pièce. Les scientifiques, horrifiés, observent l'apparition de sourires grotesques sur le visage des patients. Des sourires trop larges, trop tendus. Puis le silence se réinstalle, encore plus glaçant que les cris. Aucun d'eux ne bouge, sauf pour chuchoter des mots incohérents. Ils regardent, marmonne l'un d'eux, en fixant la lumière au plafond. Ils savent, chuchote un autre en fixant un point de vue. Les chercheurs, terrifiés, n'osent même plus cligner des yeux, par peur de manquer un détail encore plus horrifiant que ce qu'ils avaient pu voir jusqu'au début de l'expérience. Une semaine est déjà passée et les prisonniers sont désormais méconnaissables. Leur peau est pâle et crevassée, couverte de coupures et de griffures qui se sont infligées par eux-mêmes. Des lambeaux de chair pendent de leurs bras et de leurs doigts. Et leurs doigts sont presque squelettiques, privés de toute chair humaine. Les hommes ont perdu tout instinct de survie. Ils ont faim mais ils ne se nourrissent pas. Ils semblent alors nourris par une force sombre. Quelque chose qui dépasse... Pardon, il y a un papillon. qui dépasse l'entendement humain. Du Krav Maga. Ils n'importent plus la liberté, mais murmurent sans cesse une phrase. Nous devons rester veillés. Ils nous attendent là-bas, quelque part dans l'obscurité. Au bout de 2 semaines, les scientifiques décident de mettre fin à cette folie, pensant que les prisonniers ne méritent plus cette souffrance. Quand ils entrent dans la chambre, un choc glacial les paralyse. La pièce est couverte de sang séché, chaque mur étant une fresque macabre de mains ensanglantées et de traces de griffures. Les corps des prisonniers sont mutilés. Certains ont arraché les morceaux de leur chair, d'autres ont leurs entrailles ouvertes. Mais ils restent éveillés, toujours, leurs yeux fixant un point fixe, quelque part entre ce monde et un autre. Les prisonniers, dans un accès de violence pure, se ruent vers les scientifiques. « Ne nous endormez pas !» crie-t-il, avec une terreur profonde, presque animale. L'un d'eux, couvert de plaies béantes, se met à rire d'un rire dément, d'une lueur étrange dans ses yeux, comme s'il voyait au-delà du monde physique. « Nous savons maintenant ce qui se cache derrière le sommeil, hurle-t-il, agrippant un scientifique terrorisé. L'un des survivants, agonisant, regarde les chercheurs, doigt dans les yeux. « Vous ne comprenez pas, dit-il, en souffrant. Nous ne devons pas retourner là-bas. Ils nous attendent. Il est là, dans chaque coin d'ombre. Dormir, c'est leur ouvrir la porte. » Les quelques survivants quittent la chambre, leur visage marqué par la terreur. L'expérience est classée, les notes brûlées. Tout le monde veut oublier ce qui s'est passé là ce jour. Mais depuis ce jour, les chercheurs ne dorment plus jamais l'esprit tranquille. Hantés par l'idée que peut-être que au-delà de cette expérience, quelque chose les attend. Une chose qui se nourrit de la peur. Voilà. Oui, Alan. Bah, du coup, celle-ci, je la connaissais déjà, on avait vu ton Oui, texte. Mais Voilà. en vrai, c'est cool de fou, surtout genre l'image des gens, parce que tu peux, de ce qu'ils deviennent et tout. Je pense qu'en vrai, c'est facile à retrouver pour ceux qui Ah ouais, faut le dire, elle était gaze. Hein. Non, en vrai, non. Franchement, franchement, je prendrais pas mal. Hein. Bah non, je l'aurais dit si elle était gaze. Non, elle est cool parce qu'en fait, genre, il y a eu là les histoires différentes. Et franchement, je trouvais ça cool. Ouais. Mais c'est juste que. En vrai, non, franchement, moi je l'ai vraiment trouvé cool. Putain, la vache, t'as lu tout ça. Ouais, t'as vu, j'ai lu beaucoup de choses. Hein. Mais ouais, en vrai, c'est passé vite parce que au début, quand t'as commencé à lire, je me suis dit, ah, si tu lis, ça va faire trop roman. Et au final, ça va. Bah, ouais, de fou. En Pour moi, vrai, c'était mais des moi, expressions qu'est-ce que je qui me pensais faisaient rire du Ah, tout. je pense, c'est comment si tu lis la moitié de la phrase et après tu fais macabre. De rigoler alors que des C'est horrible, les gens voulaient rigoler. Oui, ça, c'est un peu- Non, Je suis pas très bon narrateur. C'est je sais, comme hein. ça, genre En avec tes vrai, gestes, mec, c'est c'est marrant. hyper dur, hein, franchement, genre. Pas tant que ça. Bah, de aussi. narrateur, c'est dur. Oui, en vrai, c'est hyper dur, mec. Hein. Et en vrai, tu vois, tu l'as fini hier. Et Surtout dans des conditions extrêmes comme celle-ci. Voilà. c'est vrai, il fait froid et tout. En tout cas,
Voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter éventuellement? Non, c'était grave. Si Alan, tu dors là ce soir, mec. Ah ouais. Ouais, Je savais pas, ouais. Avec la stream. Non, en vrai, Ouais. vous avez kiffé la vidéo ou pas? Genre, est-ce que... ouais, c'était grave cool. Ok, dommage que bah, vous voyez pas du coup, mais il y avait un super feu de camp. Mais j'ai pris une vidéo, je vous l'insérerai comme ça vous pourrez voir directement. Mais franchement, c'est vraiment cool, l'ambiance est top et tout. On a mis du temps à installer tout le décor, mais franchement, il est cool. Les histoires étaient hyper intéressantes, hyper variées, donc franchement, c'était grave cool. En vrai, on les a fait assez vite, on n'a pas eu beaucoup de temps pour les préparer, donc j'espère qu'elles vous plairont quand même et que vous aurez kiffé la vidéo. Et puis voilà, je sais pas, ouais, vous avez des choses à rajouter ou pas? Non, Non, c'était cool, merci. c'était En tout vraiment cas. cool, merci. Du coup, c'était un ton un peu plus sérieux que d'habitude, mais franchement, c'était quand même cool. Voilà, c'est la vidéo spéciale pour Halloween. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous souhaite un joyeux Halloween. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Comment le verre? Tous les goûts, c'est vraiment le même goût. Non, je crois pas. Non, bah non, il y a pas. Il y a Vas-y, goûte rouge. le rouge. Non, fais goûter le rouge. Il était meilleur celui-là. Bah, goûte le rouge, c'est le meilleur, il me semble. Non, je te laisse, hein. Je crois que tu le veux vraiment. Ouais. Non, vraiment, Goûte tant qu'à faire, autant goûter toutes les Bah ouais, couleurs. vraiment, si je voulais vraiment le goûter, il est resté au moins 10 ans jusqu'à un comme ça sur notre étagère et Oui, Samsung il joue avec. Par contre, Mathieu, Oui, ils disent on vraiment l'a comment jeté. c'était bon. il a pué. Je suis dessus après. T'as pas du tout. Vas-y, montre. Mais pourquoi tu les croques pas à moitié comme ça? T'as tout le jus dedans qui coule. On trouve un froid Ah, là. bah, c'est la vérité. T'en as trois dans la bouche. Ah ouais. T'as tous les trucs dans la bouche. Ouais, il est dégueulasse là. Dégueulasse, quand même. Le rouge était pas bon. Ah, elle va bouffer là.